Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, de cinéma et d'histoire. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et cinéaste Deri Berkani. Deri Berkani, bienvenue à Berbère Télévision. Merci, bonjour. Bonjour, je vous en prie. Et donc, Monsieur Berkani, vous avez un parcours impressionnant, tant au point de vue cinéma, tant au point de vue littérature, puisque vous avez écrit beaucoup de livres. Mais on va commencer par un documentaire que vous avez réalisé en 1991 et qui a été à bien des égards pionnier dans cette recherche historique qui nous concerne tous. Donc, ce document s'appelle La Mosquée de Paris, une résistance oubliée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce documentaire? Ce documentaire, en fait, vient après une recherche qui a été faite déjà dès 1974 avec une demande de Roger Stéphane, qui est un grand résistant, oui, et qui à l'époque était producteur. Ce qu'il voulait, Roger Stéphane, c'était que je fasse un film sur des gens qui étaient encore vivants à l'époque, d'un réseau FTP qui dit réseau kabyle, parce voilà, qu'ils utilisaient la langue kabyle comme langue de communication. De communication entre eux. Voilà, c'est les FTP, on leur demandait d'utiliser leur langue, ce qu'on appelait les langues naturelles, pour éviter les infiltrations. Voilà. Donc, ce film ne s'est pas fait parce que le RTF était disloqué, que Roger Stéphane a été remercié, et puis en 91, dans un cadre beaucoup plus restreint, parce que ça allait sur 6 émissions, on devait faire 6 émissions d'une heure, dans un cadre beaucoup plus restreint pour une émission de 26 minutes, en fait on a fait 29 minutes, on prenait un lieu où l'histoire de l'émigration rencontrait l'histoire de France. Donc la mosquée de Paris, qui a hébergé donc, des résistants, des gens parachutés et des enfants juifs après la rafle du Veldiv. Et donc, cette mosquée de Paris qui a été dédiée, construite après donc, le sacrifice de beaucoup d'Africains du Nord durant la Première Guerre mondiale, a une nouvelle fois joué un rôle clé durant la Deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, vous le montrez dans le film, ce lieu a permis donc de sauver des enfants juifs. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants juifs sauvés ? Honnêtement, je n'en sais rien, mais d'après un témoignage qui était dans le film et qui est d'Albert Assouline, qui lui-même a été hébergé à la mosquée, il parle de 1700. Mais attention, 1700 enfants, grosso modo, on ne sait pas si ce sont des enfants, c'est des adultes, etc. Hein. Donc, il y a eu 1700, disons, clandestins qui sont passés par la mosquée. Mais la mosquée est un lieu de passage, c'est-à-dire les gens passaient une nuit, 2 nuits, et puis le réseau les exfiltrait. Hein. D'accord, donc le réseau les aidait à aller ailleurs, pour se cacher ailleurs, pour peut-être aller dans d'autres pays. Et d'autres pays, en tous les cas, passaient la ligne. Hein. En ce qui concernait, par exemple, les parachutistes anglais, oui, et ils devaient aller soit en Bretagne pour être expatriés avec les pêcheurs, je ne sais pas, avec des moyens du bord ou du sous-marin, soit en Espagne où ils étaient pris en charge par les Anglais. Mais en ce qui concerne les enfants, je pense que c'était simplement le passage de la ligne de démarcation et puis un réseau qui devait aller vers les villages protestants que l'on connaît, qui étaient des refuges répertoriés, si j'ose dire. D'accord. Monsieur Berkani, vous êtes né à Afrikat, donc dans la région de Dra el-Mizan. Dra el-Mizan, voilà. Nous saluons tous les habitants de Dra el-Mizan et de toute cette belle région. Et donc, vos parents sont aussi résistants. Est-ce que c'est ça qui vous a un peu aidé, poussé à faire ce film ? Oui, d'une certaine façon, parce qu'à l'origine, lorsque Roger Stéphane m'a demandé ce genre de truc, parce qu'il était au courant de mon histoire familiale, l'histoire des trucs. Vous savez, dans cette famille, il y avait un oncle aussi, c'est une famille qui était, il faut bien le dire, hein, communiste. Hein. Oh oui, mais n'ayons pas peur des mots, bien sûr. Ils étaient communistes. Ils étaient communistes, mais c'était le seul de la terre, parce que vous avez un oncle qui était aussi communiste, qui est allé combattre auprès des républicains espagnols. Ah d'accord, il a fait la guerre de 36. Oui, sous le seul prétexte,
parce qu'il dit ah non, c'est pas la peine, c'est pas possible qu'on dise que tous les Nord-Africains sont du côté de Franco, parce que Franco s'est appuyé sur les légions rifènes, hein, les légendes marocaines. Oui, tout donc à fait. il dit ah c'est pas possible, on peut pas laisser dire aux gens qui sont les gens. Je sais pas, pour lui c'était impossible. L'opinion publique, voilà. L'opinion publique, je sais pas lesquels. Pour lui c'était impossible qu'on puisse dire que tous les Nord-Africains, que tous les Maghrébins sont à l'époque on disait Nord-Africains, soit du côté de Franco. Ceci dit, beaucoup de Kabyles ont effectivement combattu Franco. Hein. Cette histoire n'est pas très connue. Mais on revient quand même à vos parents. Donc vos parents, ils étaient dans la résistance et vous êtes né quand même à Africat. Et vous arrivez en France à quel moment? À Dar el Mizan. Dar el Mizan, d'accord, Dar el Mizan, d'accord. Alors à l'époque, vous savez, les gens... je ne sais pas très bien si je suis né parce d'accord. À l'époque, on faisait des déclarations un peu... Bah oui, bien sûr. La date même de naissance n'était pas toujours exacte. La date est peut-être exacte, mais le lieu n'est pas évident. Hein. Voilà, parce que quand je recoupe les choses, il est fort possible que le lieu de naissance ne soit pas là. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et donc, je voulais juste savoir, parce que votre parcours est très intéressant, donc vous arrivez en France vers quelle période avec vos parents? Bah, là, vous êtes né en 1937, c'est ça? Je suis en 37. Voilà. Là, je n'ai pas de souvenirs bien précis, mais disons que le premier souvenir, c'est 5 ans. Hein. Donc, dans la guerre. Donc, j'étais là, à Belleville, etc. Donc, tout ce qui est un souvenir d'enfance, etc., c'est un souvenir d'enfance en France. Hein. Donc, je n'ai pas d'autres souvenirs. Vous n'avez pas de souvenirs d'enfance en Kabylie, c'est ça? Si, j'ai des souvenirs d'enfance en vacances. En vacances, d'accord. En vacances, mais des souvenirs d'école, etc., c'est plutôt ici. Voilà. C'était plutôt Belleville, pas Dar el Mizan. Vous m'aviez dit tout à l'heure hors antenne que les gens de Dar el Mizan arrivaient souvent dans le 13e arrondissement. Oui. C'est-à-dire qu'ils essayaient de reconstituer un peu le village. Bah, c'est par la force des choses. Je pense qu'un premier arrivé avait un hôtel ou je ne sais quoi. Et évidemment, les gens du pays arrivaient avec cette adresse sur un bout de papier. Bah oui, bien et sûr. ils y allaient. Donc c'est pour ça qu'on reconstituait un peu les villages, le 13e arrondissement, Belleville. Vous m'aviez dit le 5e arrondissement, c'était un peu les gens de Vgaïev, de Bougie. Oui, de la petite Kabylie. C'est la petite Kabylie, la basse Kabylie, oui. Ils arrivaient, donc ils s'entraidaient. Il y avait une solidarité à cette époque-là. Ben, il y avait une solidarité qui faisait qu'on refusait personne. Le problème, c'est qu'il y avait du travail aussi. Il y avait le travail lorsque... Par exemple, après 1918, parce que l'immigration kabyle est très ancienne. Hein. Oui, tout à fait. Donc, lorsqu'il y a eu cette hémorragie de bras d'hommes en France, il y avait besoin de gens. Donc, on a fait venir les Kabyles qui trouvaient du travail. Sous-payés, probablement, pénibles, tout ce qu'on veut, mais il y avait du travail. Donc, les gens les recevaient, le temps qu'ils se remettent à travailler, ces Kabyles qui venaient travailler, laissaient souvent leur famille au pays. Hein. Ils envoyaient de l'argent aussi aux familles. Oui. Là-bas, c'était un peu on envoyait quelqu'un, parfois même on désignait quelqu'un qui devait aller travailler et qui lui-même devait envoyer de l'argent en Kabylie. Mais là, il n'y avait pas, effectivement, les gens restaient là-bas. Seules les familles bourgeoises, oui, qui avaient pignon sur rue en quelque sorte, étaient en famille ici. D'accord. Et c'était rare. C'était un peu rare rarissime, parce pour que ce sont des gens d'instituteurs, de gens par exemple qui étaient fonctionnaires à la poste, ce que j'appelle bourgeois, c'est peut-être excessif, mais disons que ce sont des gens établis par rapport aux paysans qui venaient nu-pieds. Oui, bien sûr. Est-ce que cette solidarité, on va dire un petit peu même excessive, légendaire du Kabyle, en tout cas à cette époque-là, est-ce que cette solidarité a joué aussi pour que ces Kabyles aident les Juifs et ne se disent pas que ces populations sont différentes de nous? En fait, ils les ont aidés et ils n'ont pas fait cas d'une quelconque différence. Non seulement ça, mais vous savez, ce sont des gens qui étaient démunis de tout. Cette solidarité, effectivement, il y a
une infime minorité qui était dans la résistance, faut pas non plus... oui, bien sûr. Bon, une infime minorité, mais cette minorité-là était, comment dirais-je, nourrie par la solidarité kabyle, par la solidarité quasiment clanique qui existait. Bien Donc sûr, personne, et c'était en sécurité, personne ne pouvait désigner quelqu'un. Il y avait un texte, pour dire que, il y a un texte que j'ai retrouvé personnellement en kabyle, parce que ça devait émaner de la résistance, parce que sinon les textes, les lettres qu'on écrivait étaient en français, quitte à passer par un interprète, un écrivain, quelqu'un qui connaissait, etc. Là, c'était en kabyle. Et comment vous avez retrouvé ce texte? Ce texte, il est connu maintenant, hein, il est dans certains livres, il est sur des sites internet. Donc c'est un texte au kabyle qui appelle les Kabyles à aider les Juifs. Voilà, moi je le connais par cœur, si vous voulez. Il y a par exemple, يهوديين باري حفصن يهوديين باري ذا الغالو عم نكني خدامنا من نكني إثمثنا Arachinsen, Amarachina, c'était le titre même, Amarachina. Si vous trouvez un enfant, vous lui portez assistance. Il faut les aider. C'est magnifique quand même. Donc il n'avait fait aucune différence. Il disait ces enfants sont nos enfants. Il disait ces enfants sont nos enfants. Si on rencontre un, il faut l'aider le temps que le malheur passe. Voilà, et ça se termine grandiose. Voilà, c'est-à-dire ton cœur est grand et donc tu as en possibilité de faire quelque chose. C'est magnifique. Et ce texte, vous le retrouvez chez un cafetier kabyle, c'est ça? Non, voilà, il y avait un cafetier kabyle qui était expulsé pour des raisons, parce que vous savez, les petits bistrots, ouais, bien sûr, bien sûr. Il était expulsé pour des raisons je sais pas, publiques, et on faisait un hôpital, je crois, à la place, ou quelque chose, ou une garderie d'enfants, je ne sais plus exactement. En tous les cas, il était expulsé. Mais en bon kabyle, il voulait tirer le maximum de son fric. Bah oui, bien sûr. Bon, le maximum de sa petite entreprise, de son petit hôtel. Oui. Donc, ce qu'on lui offrait lui paraissait pas suffisant. Donc, il a fait une évaluation par un expert comptable kabyle, qui est un cousin. D'accord. Et cet expert comptable, il a filé tous les documents, bons ou mauvais, des tickets de métro, tout ce qu'on voulait. Donc, libre à lui de dire que cette entreprise était florissante et qu'elle méritait beaucoup mieux. Ah bah oui, bien sûr. Donc, et cette lettre tombe, et comme il sait que je recherchais ce truc, elle était un peu abîmée, brûlée. Le texte en kabyle comportait ce qui donne un peu son authenticité, des lettres, par exemple, la Reshnar, c'est CH, c'est plus le C avec le truc. Oui, c'est la transcription d'antan. Voilà, et c'est plus le gamma grec, c'est GH, etc. Oui, tout à fait. Donc assez difficile à lire parce que les sons sont un peu déformés puisqu'il y a plusieurs lettres. Tout à fait. Et donc voilà, cette lettre m'a paru tellement extraordinaire que j'en ai fait des photocopies, je l'ai déposée et voilà. Donc, elle est effectivement extraordinaire. C'est un témoignage magnifique sur une période trouble et méconnue jusqu'à aujourd'hui, dont on n'a pas beaucoup parlé, dont on ne parle pas encore. Et donc votre film, vous m'aviez dit tout à l'heure, est passé quand même 6 fois sur la 3. Oui. Et quelles sont les réactions qu'il a suscitées? Les réactions sont assez complexes. Il y a eu les réactions de gens qui disaient non, c'est pas vrai, c'est une galéjade. Il y a des négationnistes partout. Hein. Ah ben oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est pas vrai, etc. On a cherché on a extirpé des documents et des photos de Ben Gabrit avec les autorités allemandes. Donc le recteur de la mosquée de Paris à cette époque-là, Ben Gabrit, avec des autorités allemandes, etc., se baladant, en disant voilà, c'est pas possible, etc. Or, d'un autre côté, il y avait un résistant
qui s'appelle Mosley, Oui. qui a été déporté qui est un imam et qui a été déporté à Auschwitz. Oui. Donc voilà, Oui. il y a une réalité quand même. On ne le déporte pas, surtout que Hitler avait donné consigne de ne pas toucher aux musulmans ici en France. Voilà. Voilà. Oui, oui, c'était sa tactique un peu pour en faire des, Parce des qu'il y avait le alliés. Mufti de Jérusalem qui était un nazi parfait, donc oui. il intervenait, etc. Il y avait même une brigade musulmane, parce qu'il avait une brigade musulmane composée uniquement de Bosniaques. Ah d'accord. Il n'y a pas eu ni de Nord-Africains ni d'Orientaux dans cette brigade qui est allée sur le front de l'Est. D'accord, d'accord. Mais votre film, quand même, il a suscité un peu quand même ce désir de comprendre, d'aller au fond du problème. Oui. Il y a eu le désir de comprendre au fond du problème. Il y a eu même une réaction de quelqu'un qui était aux États-Unis et qui a fait beaucoup pour diffuser ce film, parce qu'il semblerait à cette femme qui s'appelle Annette, Oui. et il semblerait à cette femme qu'elle ait un souvenir très très lointain d'un passage dans un lieu un peu bizarre comme la mosquée. Qui pourrait être justement la mosquée de Paris, c'est ça? Qui pourrait être la mosquée de Paris. Donc elle en était presque sûre. J'ai aussi une dame qui s'appelle Madame Lamberger, Jeanne Lamberger, qui est la femme du fameux Jean Lamberger, qui était un des des FTP Moy, ceux de l'affiche rouge, et qui, elle, qui était une enfant, a été évacuée par, justement, on ne sait pas très bien, mais elle a été évacuée par l'emplacement de la fac actuelle et de l'Institut du monde arabe, c'était la Halle au vin. Elle a été évacuée par un pinardier kabyle, justement, qui était probablement un résistant à cette époque-là. C'était probablement le résistant à cette époque-là. Moi, j'ai rencontré en 1974 quelqu'un qui m'a dit, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a eu des enfants sauvés, juifs, etc. Il me dit, mais oui, mais... alors je lui dis, mais pourquoi vous ne le dites pas? Il me dit, parce que si vous voyez un gosse qui traverse la place de la Concorde, vous le retenez par la manche parce que vous demandez une médaille. Donc il ne voulait pas en parler. Il ne veut pas en parler parce que c'était un paysan comme ça, Erguez. Oui, bien sûr. Et il m'a dit que malgré tout, il s'est un peu épanché, et il m'a dit ce qui l'avait frappé, c'est qu'il y avait... la rue Eupatoria, c'est une rue dans le 20e qui longe une église. Oui. Et il y avait des bouillies infâmes, des logements insalubres, etc., où résidaient évidemment des Kabyles parce qu'ils étaient pauvres, oui, bien sûr. Et des sans-papiers juifs parce qu'ils étaient pauvres aussi. Donc ils voyaient et il y avait une fontaine commune, il n'y avait pas d'eau évidemment il y avait une pompe en bas où on agitait la pompe. Qui était collective, bien sûr. Collective. Et donc à cette pompe, ils voyaient des femmes juives qui étaient absolument excessivement affectueuses avec leurs enfants. C'était quelque chose d'incroyable. Oui, et le jour de la rafle, elle a demandé aux gens qui étaient là, prenez mon enfant. Donc il s'est dit, il y a quelque chose de grave qui se passe, puisque cette femme qui était la mama dans toute son horreur, lâche son gosse comme ça parce qu'elle sait qu'il y a... Je doutais qu'il y avait un danger, mais personne ne le savait quand même. Mais il y avait une intuition. Oui, il y avait cette intuition. Et puis donc, tout récemment, il y a un livre qui est sorti aux éditions Gallimard, écrit par un journaliste du Figaro, donc Mohamed Aissaoui. Et donc, il vous dédie son livre et il fait une grande enquête quand même sur le sujet. Oui. Est-ce que vous avez lu ce livre? Oui, je l'ai lu, bien sûr, parce qu'il a eu la gentillesse de me le dédicacer, mais il dit lui-même que c'est à partir du documentaire qu'il a eu cette idée. Tout à fait. Mais ce qu'il a fait, lui, en plus, c'est qu'il est allé faire des recherches, on les a faites plus ou moins, parce qu'on avait des documentalistes, etc., mais pas aussi pointus, et surtout, il a trouvé... quelqu'un qui, pourtant, pendant que je montais ce film, il montait à côté de moi, Bouvard. Il était vraiment dans la salle de montage à côté,
Philippe c'est Bouvard. Incroyable, quelle coïncidence. Ouais, que Philippe Bouvard, moi je n'ai pas osé lui demander, c'était un homme tellement éloigné de tout, c'est-à-dire un amuseur, sa profession était le rire, oui. etc. Jamais l'idée ne me serait venue de lui demander. Et il n'est pas venu me dire, parce qu'il aurait peut-être vu que je travaillais sur... Est-ce qu'il était au courant que vous travailliez sur ce sujet? Non, absolument pas. Il n'était pas au courant. Donc c'est peut-être. C'était deux mondes différents aussi, hein, entre ce que je faisais, documentaire dit de création, et ce qu'il faisait lui, c'était les grosses têtes, etc. C'était pas la même chose. C'était même pas la même chaîne, j'ai l'impression, je crois. Enfin bon. Dans tous les cas, c'était deux genres différents. Et on n'avait pas, je veux dire, on était à côté, mais on n'avait pas camaradé, comme on dit. Hein. Oui, dans son livre, donc Mohamed Aissaoui dit qu'il a pris attache avec cette institution juive qui délivre un peu le statut de juste. Yad Vashem. Oui, c'est ainsi elle s'appelle, effectivement. Mais il dit que pour eux, cette histoire n'est pas très évidente. Écoutez, en principe, personne ne demande merci et l'institution Yad Vashem, c'est une institution qui est quand même politique, elle fait partie d'un État, etc. Oui, donc, à mon avis, tant que l'état de guerre restera, il n'y aura pas ni d'Arabes, ni de musulmans, ni de Kabyles qui seront considérés comme justes. Oui. La démarche, quand même, ce sont des Juifs qui ont été sauvés et qui font la démarche vers Yad Vashem. Il y a eu cette démarche par Salim Al-Ali, avant qu'il ne meure. On lui a envoyé quelqu'un, ce quelqu'un a mis en doute, qui s'appelle Grobard, c'était un enquêteur donc, de Yad Vashem, Paris. Oui. Il a mis en doute sa qualité de juif. Alors, carrément. Il l'a renvoyé. Alors que Salim Al-Ali est un homme, Salim, c'est pas son nom, c'est un nom d'artiste. Tout à fait, tout à fait. Il s'appelle Simon. Simon Al-Ali. Donc, quand il a mis sa qualité de juif et pourtant, sa famille est connue, hein, il n'est pas le seul dans sa famille aussi. Oui, mais il y a eu sa sœur Berthe qui a été déportée et assassinée. Donc, bon. Mais il y a eu Salim Al-Ali, il y a eu... chaque fois, on trouvait une raison pour ne pas admettre. Là, il y a eu évidemment Assouline. Oui. Assouline a témoigné. Et on disait non, Assouline, c'est douteux, etc. Il dit n'importe quoi. Donc, chaque fois, il y a une raison. Il y a une autre, en dehors de la mosquée, il y a quelqu'un qui s'appelle M. Abdel Wahab. Oui. Cette fois, c'est la famille juive qui l'a sauvé, qui intervient depuis 20 ans auprès de Yad Vashem pour qu'il reconnaisse sa qualité de juste parmi les nations. Oui. Et n'a pas obtenu satisfaction. Alors, parce qu'il disait, oui, c'est un Tunisien, il n'y a pas eu de truc occupé, il n'a pas risqué sa vie. D'accord. C'est-à-dire que cette institution, apparemment, trouve toujours des raisons un peu presque, je vais dire, étatiques pour dire non. Hein. Elle dit non pour le moment parce que c'est un état de guerre et que étant donné l'institution, enfin qui reflète quand même une politique, pour le moment, ça me semble inutile d'insister auprès de Yad Vashem pour reconnaître l'état de juste. Cela étant, moi j'ai approché vivant quand ils vivaient les gens qui ont fait ces actes-là, ils ne seraient jamais venus à l'idée pour eux de faire la démarche. Oui, pour eux, c'était inimaginable, quoi. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait pour ensuite aller faire une démarche pareille. Al-Hashman. Voilà. Al-Hashman. Ça veut dire ils ont honte de le raconter. Parce que ça veut dire je me mets en avant et je suis mieux que les autres. Voilà, c'est tout. Est-ce que donc vous allez un jour peut-être continuer en cinéma donc ce film? Y a-t-il possibilité de faire un autre film ou bien une suite à ce film? On peut faire que de la fiction parce que malheureusement tous les gens sont morts, donc on peut pas continuer sur un documentaire qui a besoin de témoignages. Moi, ce qui m'a intrigué, là, je suis en train de travailler dessus, mais bon, ce sera difficile. Je l'ai proposé à Bakri et Jamel.
C'est l'idée d'un... Il y avait un prieur qui s'appelait Benzoaou, qui était peut-être l'âme de la résistance dans la mosquée, plus que Ben Gabri. D'accord. Ou Ben Gabri de fermer les yeux. C'est-à-dire faire une fiction autour de ça? Faire une fiction autour de ça. En fait, un film, il a besoin d'être beaucoup plus centré sur une action. Tout à fait. En fait, Benzoaou a fait... Enfin, c'est tout ce que j'ai obtenu parce que malheureusement, il a été assassiné peu de temps après. Il a fait traverser la ligne de démarcation à un de ses copains qui était un Hazan, c'est-à-dire un apprenti chanteur de synagogue. Oui. Donc, il lui a fait passer la ligne de démarcation en le faisant, en lui mettant une chéchia, en le déguisant un peu comme un Nord-Africain, comme un musulman. Comme un musulman, tout simplement. D'accord. Ouais. Et quand ils avaient un truc, ils mettaient c'est Assouline qui me l'avait raconté, ils mettaient un sac de prière, un tapis de prière et ils priaient. Lorsque j'ai voulu avoir confirmation de ça, parce que c'est tout ce qu'ils savaient, hein, oui. Le reste, donc, on va broder autour de ça. Mais lorsque je m'apprêtais à demander à Benzoaou, que j'ai vu une ou deux fois comme ça, les détails de la chose, il me disait chaque fois demain. Malheureusement, il a été assassiné. Malheureusement. On fait juste une petite pause et on revient au débat. D'accord. Le débat avec l'écrivain et cinéaste Deri Berkani. Donc, Monsieur Berkani, vous disiez donc qu'il y avait peut-être possibilité à faire une fiction autour de cette histoire de résistance et de tous ces gens-là qui ont sauvé des enfants juifs à la mosquée de Paris. Oui, probablement. Enfin, pour rétrécir un peu le récit autour de deux personnages, il y a eu un prieur qui s'appelait Benzoaou, oui, qui était roux. C'était roux, et qui a fait traverser la ligne de démarcation à un de ses amis très, très intimes qui était Hazan, apprenti Hazan, c'est-à-dire un apprenti chantre de synagogue. Et il y avait rue Vauquelin, il y avait une école un peu comment on appelle ça, un séminaire plutôt. Un séminaire, oui. Voilà, rue Vauquelin. Donc, comme Benzoaou était dans le quartier, c'est une amitié. Alors, donc, ils ont fait traverser. C'est un peu. Comme Benzoaou est un homme de grand humour, je pense que ça ne devait pas être triste. C'était pas triste, oui. Voilà. Et donc, là, on n'a que cette idée, parce que j'ai pas eu... possibilité de faire une fiction, parce que comme vous disiez, tous les témoins ne sont plus de notre monde, c'est ça? Non, plus de ce monde. Benzoaou lui-même, qui aurait pu témoigner directement, a été assassiné en 84 par un fou qui lui a donné des coups de barre sur la tête. Oula. Un fou qui l'a assassiné en criant Allah Akbar. On a tué un imam en disant Allah Akbar, c'est vraiment beaucoup. D'ailleurs, il était très très aimé. Et là, à son enterrement, il y a eu une foule. Il y avait immense. une foule considérable. Ah oui. D'accord. Monsieur Berkani, vous êtes aussi écrivain, hein, et donc ça fait des années que vous publiez livre sur livre, hein, et en 2002, vous avez publié La Kahina de la Courtille. Que raconte ce livre alors? Je crois qu'il est sorti aux éditions L'Harmattan. Oui. La Kahina de la Courtille parle... ce sont des adolescentes qui vivent avec leur grand-mère. Oui. Parce que leurs deux parents, c'est-à-dire le fils de la grand-mère et sa belle-fille, sont allés en Algérie pour une affaire familiale et se sont fait assassiner par des islamistes sur le chemin du retour de l'allée. Ah, d'accord, de l'allée quand ils sont partis. Qui les menait vers la Kabylie. Le chauffeur de taxi devait être complice, il les amenait dans un guet-apens. À l'époque, assassiner ils étaient de nationalité française, assassiner des Français, en particulier une femme qui avait tout l'aspect... Oui, ça faisait du bruit, donc les intégristes avaient ce plan de faire parler d'eux. Voilà, donc ça parle d'un fait presque réel, dans la mesure où il y a eu un assassinat de ce couple, d'un couple. D'accord. D'un couple. Et donc, la fille de 13 ans, 14 ans, déjà un âge très difficile, pour se restructurer, se rappeler l'histoire de la Kahina,
qui lui donnait, elle s'est un peu identifiée à cette reine qui est un peu Qui a historique, combattu, mythique. ouais. Sa grand-mère lui a raconté, il y a toute une mise en scène avec des bougies, des photos, enfin qui impressionnait un peu la petite fille, et tant et si bien qu'elle s'est quand même restructurée avec une histoire ancienne de plus de Et en général, vous écrivez comme vos films en rapport étroit avec l'histoire. Oui, parce que L'histoire avec un grand H. Oui, parce que je crois que on ne peut avancer qu'en regardant les faits. Et si la fiction permet de les éclairer, c'est bien. Mais on ne peut pas écrire uniquement en regardant son nombril, parce que le nombril n'est pas très intéressant. Tout à fait, vous avez raison. Oui, bien sûr. En regardant le monde autour de soi, je pense qu'on peut étayer et faire une œuvre romanesque. Tout à fait, tout à fait. Ah, tout à fait, exact. Et vous m'avez dit tout à l'heure que peut-être même que vous allez mettre en image, donc faire un film de ce livre, La Kahina de la Courtille, c'est vrai? Oui, mais il y a des problèmes de financement énormes dans la mesure où je prends l'âge des enfants, l'anonymat de la grand-mère. Bah oui, bien sûr. Qui est une vieille Kabyle qui habite pas très loin de chez moi. Oui. Et donc, il n'y a pas de calibre important pour décider des gens à mettre de l'argent. Donc, ce qui fait que les télévisions sur lesquelles je comptais n'ont pas joué le jeu. N'ont pas joué le jeu. France Télévisions est en difficulté parce qu'il y avait un petit intérêt, mais disons qu'ils sont en difficulté financière. Oui, ils le sentent plus que jamais, semble-t-il. Hein. Oui, j'ai peur que ce projet soit un projet mort-né, mais bon. Ben, il faut garder espoir, peut-être il y aura d'autres producteurs, peut-être des mécènes. Peut-être effectivement sortir un peu du cadre français, ça peut intéresser d'autres gens, parce qu'après tout c'est l'histoire d'une jeune fille, c'est l'histoire d'une fille. Tout à fait. C'est une histoire humaine. Qui sont structure face à un malheur énorme qui est la perte de ses parents. À un âge où on a besoin justement d'eux, bien sûr. Soit de se situer contre eux ou pour eux, mais on a besoin de ces On a besoin qu'ils soient là. Existent, voilà. Ah oui, bien sûr. Mais avant donc La Kahina de la Courtille, vous avez publié aussi Ne montre à personne en 95, toujours aux éditions L'Harmattan. Et ce texte alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte l'histoire d'un fils de résistant kabyle qui, quand on arrêtait quelqu'un qui a des enfants, l'organisation faisait fuir les enfants parce que une des forces des nazis, c'était de torturer les enfants en face de leurs parents, et les parents lâchaient tout. Donc c'est clair. Voilà, l'organisation, pour se protéger elle-même et pour protéger les parents, dès qu'il y avait une arrestation, faisait évacuer les enfants en priorité. Donc c'est le cas de cet enfant qui se retrouve en train à travers la France, Nice en particulier, parce que Nice avait la réputation bien méritée. De ville résistante? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est le contraire alors. C'est pas du tout une ville résistance, mais c'était les Italiens qui l'occupaient. Et les Italiens, malgré le régime fasciste chez eux, bah oui, Mussolini, ont protégé tous les enfants qui étaient quand même, c'est étonnant. Ceci dit, Nice était italienne, hein, elle ne devient française qu'en 1860. Oui. Voilà. L'Algérie était bien française avant Nice. Avant, ouais. Moi, ma femme est niçoise, je lui dis que j'étais français avant elle. Ah oui, vous lui dites comme ça quand même, pour la larguer un petit peu. Et donc, c'est une fiction, donc c'est un parcours d'un enfant. Et la fin du roman, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il y a un message dans ce roman? Dans ce roman, il y a un message, c'est-à-dire qu'un enfant, s'il est aimé, grosso modo, s'il trouve de l'amour, il se structure, malgré les difficultés, le choc de cette séparation, malgré la guerre, il se structure. Et que, au fond, cette maturité, il l'a, puisque quand sa mère réapparaît, il choisit de vivre avec sa mère. Donc, finalement, parce que il sent bien qu'elle a besoin de ça. Donc,
c'est un petit homme, une humanité naissante qui qui réagit avec du cœur et de trucs. Donc il a été bien élevé, si j'ose dire, par ses parents adoptifs. Tout à fait, tout à fait. Donc il a eu cette chance. Et dans un autre livre qui sort toujours aux éditions L'Harmattan en 2004, vous abordez un sujet un peu tabou qui est celui de la bleuite. Donc le livre s'appelle Le tournesol fou. Faux. La bleuite, c'est une des pages noires de la résistance algérienne. Oui, de la guerre de libération nationale. De la guerre de libération nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un capitaine, qui s'appelait le capitaine Léger, a fait courir, pas seulement courir le bruit, mais enfin a fait une manipulation qui faisait que, juste une parenthèse, c'est qu'en 1956, il y a eu grève des étudiants, des intellectuels et des étudiants ont gagné le maquis. Tout à fait. En masse. Tout à fait. Ils ne parlaient que français entre eux. Oui, ils étaient à l'école, donc Voilà. à l'université. Non, mais c'est c'est la genèse, oui, c'est la genèse réelle de l'histoire. De l'histoire. Oui. C'est qu'ils ne parlaient que français. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Arabes, des Kabyles, il y avait toutes choses. Aussi. Et le français est une langue de communication. Qui rassemblait tout le monde. Qui rassemblait tout le monde. Donc ils sont montés au maquis, en 3, à la 3 et à la 4. La réaction n'a pas été pareille. Alors sur la 4, le stratagème de Léger qui dit que ces gens qui sont montés au maquis, en fait, c'est lui qui les a mis et qu'ils correspondaient très bien, que ça marchait du tonnerre de Dieu avec eux, etc. Amirouche, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fusillé 3000. Est-ce qu'on est sûr de ce chiffre? Certains disent qu'il y en a eu plus, d'autres disent qu'il y en a eu moins. Disons 3000, c'est un chiffre. Il y a des gens qui disent que c'était beaucoup plus, mais compte tenu du nom, c'était des lettrés, c'est-à-dire lycéens, étudiants, etc. Moi, j'ai un cousin qui s'appelait Zelouni, qui était à la fac, donc on ne peut pas dire que ce soit un intellectuel. Il était en gestation, c'est un intellectuel en gestation. Bien sûr. Et d'autres étaient au lycée. Hein, donc ils sont montés au maquis, mais vraiment avec la foi du charbonnier. Et bien sûr. Ils ont été abattus. Alors, à cause de cette manigance. Il n'y a pas de chiffres publiés, puisque c'est une histoire... C'est d'abord une histoire tue, hein, l'histoire officielle algérienne aujourd'hui n'en parle même pas, hein, bon, comme dans d'autres épisodes, hein, toujours assez noirs. Hein. Mais donc, dans cette fiction, le tournesol fou, qu'est-ce que vous vouliez dire en général? D'une façon, c'est à nous, il nous appartient d'éclairer les périodes noires ou non dites de la Révolution. On ne peut pas avancer avec ça sur le cœur. Il y a des familles entières qui ont perdu leurs enfants alors qu'ils avaient placé... Vous savez combien coûte au sens sentimental, mais aussi au sens argent du terme, un étudiant dans une famille kabyle? Ben oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire une privation. C'est une forme de souffrance et de privation, bien sûr. C'est une vie de privation parfois parce qu'on place dans le savoir, on place quelque chose dans l'avenir, en fait. On fait un placement dans l'avenir. Alors, c'est énorme. Donc, ces espoirs-là ont été détruits, non seulement parce qu'on a assassiné ses enfants, mais aussi parce qu'on a tué l'espérance. On a tué l'espérance parce qu'il n'y a pas eu de gens... On veut demander aux gens de reconnaître, par exemple, à juste titre, que le colonialisme a été un fléau. Tout à fait, très bien. sûr. On commence à le reconnaître. Mais en Algérie, reconnaître, par exemple, que la bleuite a existé, qu'on a assassiné des gens, qu'il y a eu Melouza, il y a eu des épisodes terribles, effectivement. L'Algérie gagnerait à les reconnaître, effectivement, à en parler en tout cas. Si on n'en parle pas, ça reste du non-dit, et le non-dit tue. Tout à fait, le non-dit tue. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que s'il n'y a pas eu la bleuite, l'Algérie indépendante serait différente, dans la mesure où tous ces gens-là seraient encore, peut-être une grande majorité d'eux, encore vivants? Absolument, parce que s'est-il passé? Il s'est passé qu'il y a eu un combat non dit aussi entre l'Algérie, disons, algérienne,
Tout à fait, tout à fait. Exact, oui, oui, bien sûr. Et l'Algérie arabo-islamique. Tout à fait. Et c'est l'Algérie arabo-islamique qui a triomphé. Tout à fait, tout à fait. Très moussé en disant nous sommes arabes et musulmans, sur l'aéroport de Tunis, alors que personne ne lui demandait rien. Tout à fait. Là, à partir du moment où on a assassiné Aban Ramdan, à partir du moment où on a laissé mourir des tas de gens de façon un peu bizarre, et que Boumedienne restait à la frontière, l'arme au pied, alors qu'il était suréquipé et qu'il n'est pas venu combattre. Il n'a pas fait la guerre comme tout le monde. En tout cas, il est rentré, semble-t-il, 2 fois seulement en Algérie. Ils sont sacrifiés, c'est des grands mecs, etc., tout ce qu'on veut, mais j'y vais pas. Donc voilà, et se préparer, lui, il a préparé pour mettre d'abord Ben Bella, qui est un crétin, tout le monde le sait maintenant, bon, enfin, c'était un crétin absolu. Lui, il était plus malin, donc il l'a mis en avant. Est-ce qu'il n'a pas été aidé par les services égyptiens, donc et probablement les services français pour être à ce poste-là au tout départ de l'indépendance algérienne? Les services égyptiens, certainement. Les services égyptiens, certainement. Le service français, je ne vois pas l'intérêt. Le seul. Si, il y avait une médiatisation importante de Ben Bella avant même l'indépendance, dès qu'il y a eu les premières discussions à Évian. Hein, oui. Et probablement les services français savaient un peu le niveau très limité de Ben Bella. Parce qu'il y avait deux choses à sauvegarder. C'était Reagan. Avec le truc atomique. Oui, ça a été sauvegardé. Et Hassim Messaoud pour le. Les essais chimiques et nucléaires sont restés jusqu'à 1978. Hein. Oui. On l'a su plus tard. Et donc, même durant l'époque de Boumedienne, ces essais ont continué. Hein. Oui, parce que ces essais, je veux dire, le premier budget algérien était assuré par la France. Hein. Ben Bella a assuré son budget avec l'argent français. Donc, en contrepartie, il fallait qu'il donne quelque chose. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Mais les services secrets égyptiens ont été à la manœuvre depuis le début. On peut dire même que actuellement, il faudrait qu'un historien se penche sur la chose, que l'assassinat d'Aban Ramdan a été le fait de services secrets. Je ne sais plus lesquels. Il y a des gens qui se prononcent pour cette thèse, mais sans pour autant apporter des preuves flagrantes, hein, parce que c'est une histoire un peu compliquée, où il y a eu quand même querelle de chefs, hein, et des options différentes au sein même des éléments donc, qui sont les leaders de cette guerre de libération. Hein. Absolument. Il y a eu des lui, c'était quelqu'un qui était un sale caractère, je le conçois, qui avait des idées, de très bonnes idées. Oui, il avait des idées, mais peut-être qu'il n'était pas pragmatique, qu'il n'était pas politique, que peut-être qu'il s'est mal pris aussi. C'était un intellectuel. Imaginez que la révolution russe ait perdu Lénine. Bon, Lénine n'était pas accommodant non plus. Hein. Oui. Tout à fait. C'est ça le problème, c'est que des gens qui ont tous les... On est allé le chercher à Aban Ramdan, il n'était pas partant, on est allé le chercher. Il a dit, bon, très bien, si j'y vais, toc, ça sera comme ça, c'est le congrès de la Soumam. Le congrès de la Soumam, c'est une Algérie plurielle au bout. Tout à fait. Ça, on l'oublie. Oui, c'est une Algérie plurielle. C'est aussi la suprématie du politique sur le militaire, c'est aussi la suprématie de l'intérieur sur l'extérieur. C'est beaucoup de choses, hein. Et ça, c'était intolérable pour les services secrets égyptiens, c'était intolérable pour Boumedienne, qui se trouvait éliminé. Voilà. Et l'assassinat qui est passé inaperçu que j'ai connu, très bien connu, du patron de la fédération étudiante de France, oui. Kemisti, oui, c'est passé absolument... Oui. Qui a été ministre. Hein. Qui a été ministre, mais qui l'a assassiné? Qui l'a assassiné jusqu'à présent, on ne connaît pas cette histoire. En tout cas, on attribue cet assassinat à un dérangé, hein, semble-t-il, à un fou. Toujours. Il y a toujours un dérangé. Vous voulez dire qu'on n'a pas fait une enquête sérieuse pour trouver l'assassin? Attendez, il y a les assassinats en Algérie de personnalités.
Il n'y a aucune enquête sérieuse. Boudiaf, on a trouvé quelqu'un, on s'est arrêté à un mec. Jean Sénac, on a trouvé quelqu'un qui l'a assassiné, on s'est arrêté à un type. On sait très bien que mais ça, c'était au tout début quand même, Khemisti. Donc, c'est peut-être l'un des premiers assassinats de l'Algérie indépendante, probablement, d'une grande personnalité. Oui. Il était ministre des Affaires étrangères, je crois. Oui. Et vous l'avez connu en France, c'est ça? Oui, oui, je l'ai connu en France. Il était bien belliste en plus. Ah d'accord, il Donc, est un peu de sa région aussi. On n'était pas d'accord. Ah, vous n'étiez pas d'accord. On n'était pas d'accord parce que lui il prenait ses ordres. Ben Bella était en prison, donc il allait, il avait un sauf-conduit, donc il allait recevoir, il allait prendre ses ordres chez Ben Bella. D'accord. Donc voilà, donc on n'était pas d'accord, mais c'est un honnête homme. C'est-à-dire que vous étiez étudiant, vous sympathisiez bien sûr, vous étiez probablement amis, mais vous avez des différences d'appréciation politique. Des différences politiques énormes, mais lui, c'était un patriote véritable, il était pour l'Algérie algérienne. Et Ben Bella, ce n'est qu'après qu'il est devenu... C'est après qu'il est devenu bembéliste, on va s'exprimer voilà. Comme ça. Voilà. Ah, c'est toute une histoire. Hein. Et dans votre roman, Le Retourné, qui sort en 2007, toujours aux éditions L'Harmattan, vous traitez quel sujet alors? Le Retourné, je traite le sujet des gens déjà installés en France. Oui. Qui essayent par tous les moyens de s'enraciner en quelque sorte. Oui. Donc, il y parvient. Sauf que la génération d'après reproche aux parents de cet enracinement. Donc on veut revenir aux origines. Ça se passe dans tous les... Moi j'ai des copains juifs qui s'appellent, je ne sais pas, avec un nom très français, et le fils a voulu récupérer son nom polonais, absolument, on lui a dit non, c'est pas possible, parce que c'est un caprice. C'est pas possible. C'est un caprice. Voilà, donc c'est un peu cette histoire, sauf que une des filles, au lieu d'essayer de changer, elle a essayé de retrouver son nom, qui c'était Bab el-Khal. Oui. Et elle s'appelle, lui ils ont traduit carrément Porte Noire. Hein. Ah d'accord. Porte Noire qui fait très terroir. Oui. Et donc elle veut récupérer ce nom, on lui dit non, et du coup elle verse dans l'islamisme pour essayer de se donner une contenance originelle. Et donc finalement on y arrive de toutes parts à cet islamisme. Oui, parce que l'islamisme pour moi c'est la pierre d'achoppement. C'est tant qu'on est dans un lieu de culte, qu'on prie, que ce soit Dieu, Jéhovah ou n'importe qui, c'est bien, la laïcité permet ça, très bien. Mais dès qu'on sort dans la rue de façon ostentatoire, en habit, etc., on trouble la tranquillité publique, dans ces cas, la loi doit s'appliquer. Point. Donc la loi doit s'appliquer et contraindre donc, la pratique uniquement dans les lieux de culte. C'est pas nouveau, Atatürk l'a fait. Atatürk a interdit le port de vêtements religieux dans la rue. Tout à fait. Pour imposer la laïcité. Il l'a fait, mais ceci dit, bien des années plus tard, il n'a pas éradiqué cet islamisme. On n'a pas éradiqué l'islamisme politique, il faut l'éradiquer parce que je crois qu'il faut... Le parti au pouvoir aujourd'hui en Turquie est islamiste. Hein. Bon, on le dit modéré. Vous disiez tout à l'heure que vous ne croyez pas à l'islam modéré. Ça, c'est votre avis. Il n'y a pas d'islam modéré, c'est un islam... Toutes les religions, en tous les cas les religions monothéistes que nous connaissons, que ce soit le judaïsme, le truc, ont une tendance totalitaire. La tendance naturelle de ces religions est totalitaire. Pourquoi ? Parce qu'on intervient dans votre vie privée, comment vous mangez, comment vous habillez, comment vous faites des enfants, etc. Oui. Donc, je veux dire, on intervient... Alors que ce n'est pas le but de la religion. Le but de la religion, c'est quoi? C'est un dialogue avec Dieu, avec si Dieu existe. Ouais. Donc, vous faites, et ça ne gêne personne. Tout à fait. Et dans un autre de vos livres, Monsieur Berkani, Périple andalou, qui sort en 2011, vous faites voyager un peu le lecteur. Hein. Oui. Alors, Périple andalou, c'est un peu un hommage à ma famille maternelle, qui serait venu d'Andalousie vers le 16e, 17e siècle. 17e, 16e siècle, oui, bien sûr.
et arrivé à Délice Voilà, chassé, donc après la Reconquista, voilà. La Reconquista, Voilà. Et après surtout, la Reconquista, bon, c'était la chute de Grenade. du royaume de Grenade. Oui. Mais là, ce sont des gens qui ont été convertis. D'accord. Qui ont été convertis, et c'est pour ça qu'on appelle les moriscos, c'est-à-dire des gens qui ont été convertis, qui ont pratiqué une foi pendant un siècle et demi. Oui. Et pour certains l'ont adopté, pour d'autres l'ont refusé, mais pour certains l'ont adopté. Tout à fait. Donc c'est une injustice noire que de déplacer ces gens en Afrique du Nord. Autre parenthèse, après avoir écrit le livre, j'ai appris par une recherche, je ne l'ai pas vu, je l'avais sous la main, qu'ils ont été massacrés un peu partout en Afrique du Nord. Tout à fait, tout à fait. C'est massacrés en Afrique du Nord parce qu'on les considérait comme des chrétiens de Galice, où ils n'ont jamais mis les pieds. La Galice, c'est en haut de l'Espagne. Oui. Alors, voilà. C'est terrible tout ça. Hein. Alors, ils n'ont pas été massacrés justement en Kabylie, parce que c'est toujours cette histoire, on est berbères, et dans l'Oranie... On est berbères, on a une longue histoire avec les religions, c'est ça? Oui. Oui, on a une longue histoire avec les religions, et c'est pas par hasard, par exemple, que les premiers envahisseurs de l'Espagne, qui étaient berbères, parce que les Arabes étaient très peu nombreux, bien sûr, aient eu cette tolérance, parce qu'au fond, ils étaient chrétiens il n'y a pas longtemps. Donc ils rencontrent d'autres chrétiens, bon, il y a une espèce de tolérance. Ils estiment que l'islam leur apportait beaucoup, donc ils sont je pense, que des musulmans loyaux, mais le fait qu'ils aient été chrétiens leur a soufflé un peu cette tolérance. Tout à fait. Et le tout dernier livre qui est sorti en avril 2012, toujours je crois chez l'Harmattan, Prime Time, c'est ça? Prime Time. Là, c'était l'expérience un peu de télévision que j'étais en train de quitter en quelque sorte, parce qu'elle était devenue l'espèce de culte du prime time, la suprématie du prime time, la dictature du prime time, c'est-à-dire l'audience. Oui, malheureusement. À côté de ça, donc c'est on peut dire une fable, dans la mesure où on fait parler un bébé tout en faisant un trucage, un hologramme pour le montrer, et qui finalement tue la mère et le bébé. Donc le message, c'est que la télévision, au fond, à haute dose peut tuer, voilà, comme le tabac. Tout à fait. Et donc, vous avez en projet aussi un livre qui s'appelle Les Mangeurs de Carême. Oui, Les Mangeurs de Carême, le déclic a été ces procès qu'on a fait en Kabylie et ailleurs, à des gens qui n'avaient pas fait le ramadan. Qui n'avaient pas fait le ramadan. En particulier, il y avait deux gars sur un chantier qui mangeaient à l'intérieur du chantier, donc pas sur la voie publique. Donc on les a traînés en prison. Et il y a eu une manifestation de gens, j'ai oublié le nom de la ville, Ain Hammam. Ain Hammam, c'est du côté de Michelet, oui. Et donc une manifestation énorme de gens qui n'étaient pas forcément... oui, tout à fait, qui pouvaient avoir des convictions musulmanes, mais qui étaient aussi pour la tolérance. Tant et si bien que devant la pression populaire, on les a quittés. Tout à fait. Voilà. Donc, et je me suis dit, que je suis allé donc en Algérie pour voir un peu comment ça s'est passé, comment les gens, qu'est-ce qui a poussé les gens à manifester, etc. Puis j'ai trouvé un noyau de gens qui étaient chrétiens. D'accord. Et ces gens m'ont intéressé dans la mesure où, au fond, l'Algérie est, comment dirais-je, mais massacrée par la violence. Une violence qui dure depuis maintenant quasiment un siècle. Hein. Tout à fait, mais ce sont des violences multiples à mon avis, mais on arrive à la fin de l'émission malheureusement, mon ami Berkani. Est-ce que vous avez un dernier mot alors? Le dernier mot, c'est que j'espère que l'autre moitié du ciel en Algérie prendra le pouvoir. Si les femmes prennent le pouvoir en Algérie, je retournerai. Eh bien, on peut l'espérer, mon ami Berkani. Encore une fois, merci. Mes amis, je vous dis merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.